Le jeu de rôle, un outil renforçant la confiance en soi et l'estime de soi, transformer un outil ludique en outil thérapeutique. Docteur Rachel Bochet, Steve Cuban, Grégory d'Orlando. Modérateur, Romain McKilleron. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde portant pour sujet donc, le jeu de rôle, un outil renforçant la confiance en soi, même la confiance et l'estime de soi. Où on va débattre pendant une petite heure donc avec mes invités qui vont nous aider à répondre à ce sujet. Donc, pour commencer de droite jusqu'à ma gauche, donc, nous avons Grégory d'Orlando, je vais te laisser te présenter. C'est bon ? Oui. Je suis pas très habitué. Donc bonjour, moi c'est Grégory d'Orlando. Alors j'ai fait beaucoup de choses, je suis ingénieur informaticien, actuellement prof de mathématiques depuis plusieurs années maintenant, et rôliste passionné depuis plus de 20 ans à peu près, et j'utilise les jeux de rôle et les serious games dans ma pratique pédagogique entre autres. Voilà. Vous entendez bien ? Bien, bonjour. Moi, je suis Rachel Bochet, je suis psychiatre au CHU de Nantes. J'ai des unités de soins dans lesquelles le jeu de rôle est utilisé non seulement à visée thérapeutique, mais aussi pour permettre un développement personnel. Et c'est avec plaisir que je viens à cette table ronde où, en fait, on se rend compte que le jeu de rôle peut avoir des objectifs très différents. Il peut être bien sûr thérapeutique, mais il peut être aussi ludique. Et disons, il peut aussi avoir une visée d'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est très important de pouvoir signaler qu'il y a, avec un même outil, ça peut servir à beaucoup de choses très différentes. C'est ça. Et donc on a Steve. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Steve. Je suis ludothécaire sur une maison de quartier à Nantes. J'utilise le jeu de rôle de manière plutôt ludique. J'interviens auprès de différents accueils de loisirs, enfants et jeunesse. Et j'utilise aussi ce support sur de l'accompagnement à la scolarité. Voilà. Et donc moi, Romain McKilleron, je suis directeur technique chez un éditeur logiciel et j'utilise notamment le jeu de rôle pour du team building, de la gestion de crise, comme outil managérial en fait. Voilà. Donc pour lancer un petit peu ce sujet, on va rappeler un petit peu une base de ce que permet le jeu de rôle, je vais dire. C'est tout simplement un terrain d'expérimentation, un cadre sécurisé qui nous permet de tester des choses pour transmettre des mécaniques donc d'apprentissage, des vertus thérapeutiques, managériales. Donc justement, dans ce cadre-là, en quoi le jeu de rôle, selon vous, est un excellent outil qui offre ce cadre-là? Qui a envie d'intervenir en premier? Alors, disons, moi j'aime beaucoup cette phrase d'Aldous Huxley qui dit « L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. » Et typiquement, le jeu de rôle, c'est ça. Le jeu de rôle, c'est qu'en fait, on va se mettre en situation dans un scénario. Alors après, comme je vous ai dit, tout dépend quelles sont les visées. Hein. Si c'est ou thérapeutique, ou c'est pour jouer, ou c'est pour apprendre les maths ou autre chose. Donc, en se mettant en situation, en faisant semblant, finalement, on se rend compte qu'en jouant la comédie, on joue à être soi-même. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est à blanc. Donc on peut jouer à faire semblant à blanc, et ce qui fait que quand on reprendra la situation dans un autre cadre, ça nous permettra aussi d'être plus pertinent. Alors pour être sécurisé, ce que disait Romain, il faut des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on improvise un jeu de rôle. Un jeu de rôle, il faut un cadre sécurisé, donc il faut, décider quel est l'objectif, 2, voir quelle est la mise en situation avec le scénario, voir quels sont les acteurs pour que chacun prenne un personnage. Et donc, suite à ça, il y a des règles qui sont toutes simples. C'est la confidentialité, la durée, combien de temps on se donne. Hein. Le respect des uns et des autres, il n'est pas question de s'engueuler ou de s'envoyer à la figure n'importe quoi. Et laisser la progression du jeu. Et puis après, on peut même, dans certains cas, envisager des applaudissements pour valoriser ceux qui font ces jeux de rôle. Et puis après, on fait un débriefing pour savoir ce qui s'est passé et savoir le ressenti des intervenants. Et c'est vrai que de parler de soi, de parler de son ressenti, c'est valorisant. C'est d'autant plus valorisant que même si on a des doutes, le fait de le partager
ça permet aussi de dépasser certaines composantes émotionnelles. J'aurai l'occasion d'y revenir, je ne veux pas être trop longue là pour laisser la parole à Steve et à Grégory. Pas de souci. Oui, donc en effet, c'est un espace d'expérimentation qui permet justement, qui permet une meilleure gestion de l'échec aussi, quoi. Parce qu'en effet, quand on expérimente à blanc, quand on rate quelque chose en jeu de rôle, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément éliminatoire, c'est pas forcément quelque chose qui est un coup près. Et puis justement, ça va permettre d'expérimenter des façons de prendre la parole, une certaine façon d'horizontaliser aussi les rapports sociaux, puisque tous les joueurs sont techniquement au même niveau et donc ils ont le même droit à la parole. Et donc, c'est justement de l'importance comme on disait, de mettre un cadre, des règles, et donc en fait de se mettre d'accord sur un contrat social. En fait, de l'importance du contrat social dans le jeu de rôle, qui est très très important, pour moi en tout cas. Donc de vraiment baser qu'est-ce qu'on attend, quels objectifs pour quels objectifs on joue, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas, quelles sont éventuellement les faiblesses, quelles sont les vulnérabilités aussi de chacun, parce que c'est vrai que moi par exemple, alors bien évidemment je le fais avec mes élèves et puis même dans ma pratique associative, parce que je fais partie d'une association où on fait de l'initiation au jeu de rôle un petit peu partout, voilà quoi, on utilise la X-Card, on utilise des choses comme ça, donc qui sont des outils de sécurité émotionnelle qui permettent aux joueurs qui viennent pratiquer avec nous de se sentir dans un environnement safe, entre guillemets. Et le fait que comme ça on soit dans un environnement qui est volontairement plus permissif et en même temps plus sécurisé que la vie réelle, entre guillemets, fait qu'on va avoir beaucoup plus de libération de la parole, beaucoup plus de libération des actes. Et ça va permettre justement derrière de travailler sur tous ces aspects-là, quoi. Il y a un mot, moi, qui me paraît important, en tout cas dans le jeu de rôle, c'est la bienveillance. Donc le cadre, on parlait de cadre sécurisé, la bienveillance, elle est essentielle. Il y a un autre volet qui me plaît aussi beaucoup dans le jeu de rôle, c'est qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Au final, on construit quelque chose ensemble. On est tous là pour la même chose, au final. Et donc, ça peut enlever une dimension de compétition qui parfois peut être... alors, la compétition, ça peut être très bien dans certains cadres, mais en tout cas, dans le cadre du jeu de rôle, le fait qu'il n'y ait pas cette notion-là, ça permet aussi de sécuriser certaines personnes qui peuvent parfois se dire, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais gagner ? Est-ce que je vais perdre ? Enfin, voilà. Donc, en enlevant cette dimension-là, déjà, ça permet de rassurer certaines personnes. Pour avoir beaucoup expérimenté le jeu de rôle, en tout cas avec des pré-ados et des adolescents, on va aussi avoir la rencontre entre différentes tranches d'âge. Sur certaines structures, on accueille des jeunes de 11 jusqu'à 17 ans. On voit bien qu'il n'y a pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Et donc, il peut y avoir des problématiques justement liées à ça. Le jeu de rôle va pouvoir permettre, avec donc, la bienveillance et l'absence de compétition, de pouvoir permettre de rassembler les jeunes autour d'un seul et même jeu, avec ce cadre-là, et de leur permettre de passer simplement un bon moment, d'apprendre à se connaître aussi. Tu parlais tout à l'heure de cohésion d'équipe. Je pense qu'on est sur ce genre de problématique aussi, en tout cas dans les structures de jeunes. Alors, il est clair que justement, ce cadre expérimental qu'on peut fixer avec ces règles, le fait qu'on soit en sécurité, puisque, comme disait Grégory, l'échec, c'est pas grave. On peut se permettre d'échouer. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et comme disait Steve, la bienveillance est aussi importante. Quand on fait un jeu de rôle, quand quelqu'un se trompe, quand quelqu'un échoue, quand quelqu'un dit quelque chose, on se moque pas, en fait. On prend en compte, on échange, on débat, mais il faut rester bienveillant, et ça, c'est hyper important. Que ce soit avec des jeunes, milieu médical, scolaire, etc., ou même en entreprise. On voit bien, moi, quand je fais de la gestion de crise, on peut se tromper. Des fois, justement, on montre les conséquences que peut avoir, mais c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences réelles, c'est du à blanc. Et justement, ce cadre-là, qui nous permet, justement, avec ce contrat social, cette bienveillance, le fait qu'on doit tous s'écouter, c'est ça qui est important, justement, on va aborder la deuxième partie, c'est on peut mieux communiquer autour de nos émotions, là-dessus.
Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez pu le voir du fait qu'on peut mieux exprimer ses émotions dans ces cadres-là que par rapport à un autre cadre. Tout simplement, en quoi le jeu, en fait, même le jeu de rôle, apporte cette possibilité supplémentaire qu'on n'a pas forcément autrement, mine de rien. Et justement, comment le fait de mieux communiquer nos émotions, vous disiez quand on joue en fait un rôle, on se joue soi-même au final, comment on peut mieux comprendre aussi les émotions qu'on ressent? Alors, la question, c'est qu'il faut savoir que on est des êtres faits de mots MOTS et d'émotions et de sensations. Mais que trop d'émotions et trop de sensations, ça bloque. C'est-à-dire, ça peut aussi nous paralyser. Alors, on le voit, ça peut être paralysé dans une classe, ça peut être paralysé dans un groupe pour prendre la parole, ou dans le cadre d'une visite d'embauche, ça peut aussi être à l'origine de crises de panique. Donc, en fait, si je voulais donner une définition de jeu de rôle, je dirais, Romain, c'est un jeu sérieux, le jeu de rôle. Même c'est un jeu à faire semblant, mais c'est un jeu sérieux. Ça, c'est le mot de Platon. Je le dis entre parenthèses, des jeux sérieux. C'est-à-dire, on joue des scènes qui vont nous permettre aussi de tester notre expérience. C'est-à-dire notre expérience sociale ou notre expérience du groupe. Et en testant cette expérience, c'est-à-dire quand on refera, on ne refera pas pareil. Alors, je dis ça parce que ça concerne le jeu de rôle, il se base sur deux composantes, sur une dimension émotionnelle, c'est-à-dire quand on rejoue la même scène, on ne la jouera pas de la même façon parce qu'on pourra, on va dire, contenir ses émotions, et on peut appeler ça même une catharsis émotionnelle, c'est-à-dire on pourra juguler ses émotions. Et puis ça procède aussi d'un processus cognitif, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire on connaît une scène, puisque quand on va la jouer, on la rejouera pas de la même façon, parce qu'on l'a déjà jouée. Donc ça procède, c'est pour ça que je veux dire, c'est pas comme ça, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, il y a d'une part la dimension psycho-affective qu'on arrivera à réguler, puis la dimension cognitive, au niveau du comportement, qu'on pourra refaire. Alors, je me permets un petit peu de préciser ces éléments, parce que c'est aussi pour ça que je suis là. Et je voulais dire, disons tout à l'heure, en fait, j'aurais peut-être dû interrompre tout de suite Steve. Non, c'est Steve, oui. Non, c'est Grégory, voilà. J'étais sûre, j'allais me tromper, ça c'est classique. Mais au bout dans une heure, je saurai. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux expériences, c'est-à-dire aussi de communiquer, ça fait plaisir, c'est-à-dire de jouer. Et donc, ce jeu créatif, il fait appel à notre imaginaire, et on a besoin aussi de jouer. On en a besoin, c'est-à-dire, c'est pas seulement un plaisir, c'est un besoin. Et ça renvoie un peu aux expériences de la petite enfance, où le petit bébé, on a tous été des bébés. On est après des adolescents, après on est des adultes, on a tous été des bébés. Et en tant que bébé, on a expérimenté le dehors. C'est-à-dire, on était dans une relation fusionnelle avec ses parents, on a expérimenté le dehors pour pouvoir finalement continuer dans ce chemin d'autonomie, pour être soi-même. Et donc, je dirais une phrase un peu lapidaire, Romain, c'est comment le jeu J-E-U nous permet d'être J-E, et d'être un sujet autonome et capable. Donc le jeu est très intéressant parce qu'il est source de créativité, il fait appel à notre imaginaire et il nous permet, dans ce plaisir-là, de pouvoir savoir aussi qu'on va devenir quelqu'un. Et donc d'avoir confiance en soi et d'assumer. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, justement, on parlait justement de régulation des émotions, etc. Moi, je trouve que, justement, en fait, c'est au-delà de tout cet aspect-là, il y a un côté masque, en fait, qui permet, quand je revais un rôle, de me sécuriser émotionnellement. Parce que c'est pas mes émotions, c'est celles de mon personnage. Même si, en vrai, derrière, ça sera les miennes. Je vais imprimer une part de ma personnalité, une part de moi-même, bien sûr, dans ce personnage. Ça permet de me sécuriser. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, alors je vais parler, on va faire un peu mon histoire de vie. Personnellement, je suis un timide maladif. Je suis d'une très
très très grande timidité, encore aujourd'hui, puisque c'est pas quelque chose qui se change comme ça. Mais quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, juste passer au tableau, c'était impossible, mais réellement impossible. J'étais pris de convulsions, incapable de parler. J'avais vraiment des crises d'angoisse terribles sur le simple fait d'être avec des gens en groupe, etc., ou de prendre la parole. Et en fait, quand j'ai commencé un petit peu à faire du jeu de rôle et à grandir avec ça, c'était plus moi qui parlais. C'est pas moi, c'est mon personnage. Donc, je vais faire semblant, entre guillemets, et faire semblant, ça va me permettre en fait de, justement, on en revient à l'expérimentation, expérimenter certains aspects de ma personnalité, expérimenter certaines de mes pensées, certaines de mes émotions, etc., dans un cadre bien défini. Et donc en fait, le masque va plutôt être un filtre de moi-même, quelque part. Et en fait, voilà, quoi, moi j'ai 37 ans, et ça fait 20 ans que j'ai 17 ans, et je fais un très bon cosplay d'adulte, c'est tout. Mais voilà, en fait, c'est une phrase, alors je vais citer Kaamelott, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui est très signifiante, quand dans la saison 6, il me semble, quand il est Arthur et Dux Bellorum, et qu'il s'en sent pas les épaules, il s'en sent pas capable, il s'en sent pas le mérite, et il est face à César. Il lui dit, mais je mérite même pas de vous torcher le cul, etc. Et César lui dit, mais ça se mérite pas, imbécile. Fais semblant. Fais semblant d'être Dux. Fais semblant de savoir ce que tu fais. Fais semblant d'être chef. Un jour, si tu fais bien semblant, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on pratique des choses, on va pratiquer sa personnalité, on va pratiquer un poste, on va pratiquer des choses. Et en fait, ça va permettre tout simplement de se former, entre guillemets, pour un jour le devenir réellement et se construire dans une expérience qui fait pas mal, en fait, qui est sécurisée. Voilà. On me demande souvent de présenter le jeu de rôle dans le cadre de mon travail. J'accueille régulièrement des groupes qui viennent et généralement je dis le jeu de rôle c'est jamais que du théâtre sans texte imposé et sans public. Le seul public qui va être là c'est vous en fait. Donc on est à la fois public et acteur autour du jeu de rôle. L'intérêt en tout cas de voilà ce que tu dis, je fais semblant. Je crée un personnage de toute pièce. Il y a un peu de moi quand même dedans, à l'intérieur, c'est important. C'est ce qui va rendre un petit peu vivant nos différents personnages. Et puis, on parlait de s'entraîner tout à l'heure, on va s'entraîner à avoir des interactions sociales, en fait. Oui, je vais prendre la parole devant d'autres gens, je vais expliquer, mais je vais aussi me construire, moi, avec les différentes personnes qui sont autour de cette table. Je vais peut-être avoir un conflit avec un autre joueur, ce qui en soi, le conflit n'est pas une mauvaise chose, ça va être comment on va le gérer, comment on va aborder ce conflit-là. Donc, pour parler des émotions, en fait, tout simplement, c'est comment est-ce que je vais pouvoir laisser parler mes émotions, comment je vais pouvoir les aborder aussi, les confronter à celles des autres et me rendre compte que non, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs à se construire ensemble, en fait, tout simplement. Est-ce que, Romain, je peux rajouter juste deux choses, parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Grégory et puis ce que poursuit Steve. C'est aussi dans les jeux de rôle, ce qui est très important, la première chose, avant de parler, avant de s'écouter, on s'observe. C'est-à-dire on se regarde, on s'observe, on se regarde sans se juger, on s'écoute sans jugement. Ça, c'est aussi parce que ce que disait, Grégory, parce que la question aussi qui nous paralyse, on est paralysé par nos émotions, mais on est paralysé aussi par le jugement que l'autre peut poser sur nous. Donc, on sait que de toute façon, là où c'est sécurisé, c'est pour ça, il n'y a pas de jugement. Deux, on se regarde avant de se parler, dans les règles. Et puis, la troisième chose, alors je pense l'idée, elle est passée, elle va revenir. Oui. C'est qu'en fait, au niveau des consignes qu'on donne, les consignes, c'est pas seulement dans le discours, c'est la mise en mouvement. C'est-à-dire que vous l'avez expérimenté, aussi bien, disons-les, on l'a expérimenté les trois, parce que moi j'ai fait également aussi
des jeux de rôle et des jeux de rôle psychodramistes en visée thérapeutique, le fait d'être en mouvement, on intègre une consigne, et ça aussi, ça nous permet de mieux, de mieux faire semblant et de mieux contenir nos émotions. C'est-à-dire qu'on est en mouvement, on n'est pas seulement assis comme ça là. Alors bien sûr, on aurait pu faire cette table ronde en mouvement. Hein. Bon, Romain, c'est la prochaine fois, on le fera comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on met en action toutes nos sensations. On regarde, on écoute, on parle, on a des émotions et on met notre corps en mouvement. Et en fait, on procède de tout ce qui fait qu'on est un individu. Une force aussi qu'on peut voir en management, avec pas mal d'années, on perçoit des qualités, je vais dire, chez les gens, des potentiels. Malheureusement, parfois, ces potentiels qu'on a en chacun de nous sont plus ou moins bien exploités par nous-mêmes ou par les autres. Et une force que j'utilise au travail, c'est justement, moi je repère un petit peu ça par expérience, et je me dis, tiens, cette personne-là, par exemple, elle a un potentiel de leadership qui est énorme, mais elle ne sait pas le mettre en œuvre. Eh ben c'est pas grave, on va faire une séance de team building, je vais leur faire jouer un petit appel de Cthulhu des familles, voilà, les confronter à des situations plus ou moins stressantes pour faire ressortir, par exemple, un potentiel de leadership. Truc tout bête. Quand vous l'expérimentez une fois, ce qu'on disait, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce que vraiment disait Grégory, finalement, ce potentiel de leadership, il se révèle en jeu, mais au final, il va se révéler en vous. Et comme Grégory, moi, j'étais quelqu'un de plutôt effacé avant, et aujourd'hui, je manage plus d'une vingtaine d'équipes, plus de 500 personnes au quotidien, et j'ai aucun problème avec ça. Mais parce que j'ai fait du jeu de rôle qui m'a aidé aussi à travailler là-dessus. Et ça m'a permis d'expérimenter, voir ce qui pouvait passer ou pas en termes de posture, d'attitude, de leadership, parce que faut se respecter, il faut prendre les devants, il faut faire attention à la manière dont on dit les choses, comment on essaye aussi de faire passer son message. Et donc, c'est ce terrain d'expérimentation qui m'a permis aujourd'hui de faire mon boulot correctement, mine de rien. C'est ça aussi. Et donc, moi, justement, communiquer avec les autres, c'est important en jeu de rôle, communiquer autour de ses émotions, pouvoir les révéler, pouvoir les travailler. Le jeu nous permet ça, de ce qu'on voit. Et justement, comment cette construction, justement, comment vous voyez cette construction finale, en fait, comment on peut tirer, j'aimerais bien avoir votre point de vue à chacun. Une fois qu'on a expérimenté, tu dis, tu vois, on apprend, ça rentre en nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, au final, transposer ça, parce que ce qui est intéressant dans le jeu, après, pour moi, quand je fais même de l'apprentissage par le jeu, l'objectif, c'est d'être en capacité de transposer les acquis qu'on a pris en jeu, les compétences qu'on a prises, ce que j'appelle les soft skills, en fait. Comment on prend ça, et comment on les transpose dans sa vraie vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Votre vision là-dessus, comment vous voyez, toi, comment tu vois justement les jeunes, les adolescents avec lesquels tu travailles, comment tu vois ces compétences qu'ils prennent en jeu, au final se révéler dans leur personnalité. Comment toi tu le vois aussi avec des élèves, et comment vous le voyez avec vos patients. Alors, moi, d'un point de vue pédagogique, alors je vais parler aussi de mon expérience. Encore une fois, je vais parler de ma vie, de mon expérience à moi, puisque moi, je le disais quand on discutait un petit peu avant, parce qu'on a commencé la table ronde avant que vous arriviez. Personnellement, moi, je suis aussi un grand déçu de la pédagogie classique, l'éducation nationale, etc. J'ai eu des années lycée absolument horribles. Mais par contre, en fait, j'ai découvert vraiment l'utilité du jeu de rôle pendant mes études d'ingénieur. Parce que je suis ingénieur informaticien, je viens d'une école là, à Saint-Nazaire. Et en fait, le principe de toute la pédagogie de l'école, c'est alors ils appellent ça fonctionnement par projet. Donc c'est de la pédagogie par projet. Mais en fait, on passe son temps à faire du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque début de semaine, on nous dit, voilà, vous êtes une équipe projet dans une entreprise, et le patron, il veut ça, ou le machin, il veut ça, il y a une situation problématique, etc. Qu'est-ce que vous avez à avoir besoin d'apprendre dans la semaine pour répondre à la situation, pour répondre à ce mail d'un patron, etc. Et donc, en fait, on se mettait systématiquement en rôle,
On faisait toute une phase de recherche pendant une semaine, et ensuite toute une phase de réalisation pendant une autre semaine. Et après, on passait en tant qu'équipe projet, donc on se mettait dans le rôle de l'équipe projet, et on passait devant un jury qui était censé être soit le client, soit le patron, etc. Donc le jury aussi tenait un rôle, et on se mettait systématiquement en jeu comme ça. Et en fait, je crois que la bascule, enfin moi dans mon cas en tout cas, la bascule elle a fini par se faire naturellement. C'est-à-dire qu'à force de le faire, le jour où on se retrouve dans une situation réelle dont les tenants et les aboutissants ressemblent quand même vachement à ce qu'on a vécu en jeu, on se dit je vais faire pareil. Je vais essayer. Et puis ça marche, parce que du coup ça avait déjà marché quand on jouait, et là ça remarche à nouveau. Et c'est ce que je disais en fait, et c'est pour ça que moi j'adore cette phrase de Kaamelott, parce qu'elle est très signifiante, c'est que continue de faire semblant dans ta vie de tous les jours. Un jour, tu vas te rendre compte que en fait ça fait 5 ans que je fais plus semblant, et je l'applique. En fait, je me contente de l'appliquer. Et pour moi, c'est ça aussi cette grande force, c'est que cette bascule se fait naturellement. C'est-à-dire qu'au début, on a besoin de vraiment donner des situations extrêmement fictionnelles, etc. Moi, je vois la semaine d'intégration dans mon école, c'était une semaine dans un village vacances à la Cano, complètement isolé, et on va faire du jeu de rôle pendant une semaine. Et le jeu de rôle, c'était, vous êtes une équipe projet, vous venez d'arriver en Indonésie pour présenter votre solution logicielle à un client indonésien. Problème, il vous envoie il vous fait parvenir un courrier quand vous descendez de l'avion à l'aéroport. Il est écrit en indonésien. Vous ne savez pas ce qu'il veut. Vous n'avez pas de dictionnaire sur vous. Débrouillez-vous avec... alors ça, c'est les flyers qu'il y a dans les magasins en Indonésie, etc. Il y a des trucs... Alors c'est indonésien vers l'anglais, mais jamais l'inverse. Et débrouillez-vous. Et en fait, on a été obligé, pendant 2 jours, de traduire, comprendre ce que le gars voulait, qui voulait des évolutions qui n'étaient pas prévues, et donc prévoir un budget prévisionnel sur les choses que le client voulait, etc., et préparer une présentation devant jury pour dans 2 jours. Voilà. Et ça, c'était juste l'intro de la méthode pédagogique. Hein. Et derrière, ça a été que ça pendant 3 ans. Et mine de rien, en fait, au début, on a besoin justement de fictionnaliser énormément. Puis de plus en plus, on se met en scène dans des situations qui sont plus proches de ce qu'on va vivre vraiment. Puis le jour où on les vit vraiment, quand on arrive en stage, on se dit, ouais. Bon, je mets mon masque. Je mets mon masque encore une fois, et puis j'y vais, je me lance. Et en fait, à force, au bout d'un moment, on se rend compte que le masque tombe, et qu'il tombe de lui-même, en fait. Et la bascule se fait assez facilement. Alors après, pareil, dans la pédagogie de cette école, il y avait quand même un électrochoc. Je ne sais pas si parfois vous avez pu avoir besoin de mettre ça en scène. C'est-à-dire que nous, pour être sûr que... Parce qu'on cale 200 geeks dans un village vacances à la Cano, qui sont pas forcément très sociables, etc. C'est compliqué. Et donc on a une semaine, on a des objectifs, on a besoin que les gars se lancent tout de suite. Et donc en fait, nous on est arrivé le dimanche soir, et le lundi matin, 8h, directeur national sur scène qui arrive comme ça, une plénière avec 200 nouveaux élèves, et il leur dit, alors on vous a dit qu'on allait vous apprendre la méthode pédagogique cette semaine. Et c'est vrai. Mais on commencera demain. Aujourd'hui, on va vous mettre en équipe. Et puis, vous avez quartier libre. Hein, aujourd'hui, vous faites connaissance entre vous, entre les gens de l'équipe. Vous allez, venez, il y a le bar avec des bières, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Alors, et puis, ce soir, ici, là, sur scène, dans l'amphithéâtre, il y a un spectacle d'humour. Il va y avoir des sketchs, plein de sketchs qui vont s'enchaîner. Et c'est vous qui passez sur scène pour faire les sketchs en équipe. Préparez-nous un truc marrant, vous avez la journée. À tout à l'heure. Et le mec se barre. Et nous, on est là, 8h du matin, pas un café dans le cornet. Quoi? Et donc, en fait, il a fallu vraiment ça a été un électrochoc terrible. Mais le fait est que c'est dingue, mais ça a marché. Ça a marché, et on était 200 geeks totalement asocial, introverti, etc. Et on est tous
passer sur scène le soir même. Alors j'ai pris un beat terrible, c'était atroce. Mais on s'était amusé toute la journée à essayer d'imaginer des gags, à essayer d'imaginer des trucs, à faire un truc en équipe, etc. Et au final, on est monté, on a joué nos personnages sur scène, on a pris un bide, on est redescendu. Non, on n'est pas mort, ça va. Et puis derrière, le lendemain, quand on se retrouve avec la scène, et puis que finalement on n'est plus devant un public, on est juste entre nous autour d'une table, etc. Finalement, c'est pas si grave de prendre la parole devant 5 personnes. Maintenant qu'on s'est ridiculisé devant 200, bon. Donc je ne sais pas si vous, du coup, dans votre pratique, parfois vous avez été obligé de mettre en scène parfois peut-être un électrochoc comme ça pour briser une résistance a priori, avant de lancer vraiment le jeu de rôle en lui-même, mais ça m'intéresserait de voir. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me retrouve dans des situations thérapeutiques. Donc, là où c'est difficile, c'est qu'on est... là, vous n'êtes pas dans une expérience de souffrance, c'est-à-dire de dépression, d'idées suicidaires. Bon, vous êtes dans des traits de caractère un peu... bon, vous avez évoqué l'inhibition, la phobie sociale, la timidité. Moi, je rappellerai, parce que c'est à 17 ans, que l'adolescence n'est pas la période la plus extraordinaire de la vie. Hein. Ça, contrairement, disons, je ne sais plus qui, il y avait c'est Paul Nizan qui disait celui qui dit que 20 ans est le plus bel âge de la vie, je lui mets mon poing dans la gueule. C'est vrai, mais parce que la période d'adolescence, c'est la période la plus difficile où on expérimente différentes choses, c'est-à-dire les relations sociales. On doit apprendre aussi un métier, on doit apprendre, disons, aussi à composer avec ses parents. On a envie de se détacher tout en restant attaché. Donc ça fait beaucoup, et en plus, on expérimente la vie amoureuse. Alors tout ça d'un coup, d'un seul, bon, ça fait beaucoup et ça entraîne, c'est pas pour rien qu'il y a une timidité où il peut y avoir à l'envers une certaine désinhibition, disons, qui correspond à la même chose et qui est souvent aidée par la prise de toxiques ou de consommation X ou Y. Donc, je veux dire, il faut le redire, c'est que l'adolescence, après, c'est une crise, mais c'est une crise et on s'en sort. Hein, voilà, on s'en sort et c'est une crise importante. Et donc, je dois dire aussi, pendant la période du Covid, ça a été particulièrement difficile pour les adolescents et pour les jeunes adultes parce qu'ils ne pouvaient pas expérimenter tout ça dans cette période de Covid. Donc, si je dis ça, c'est que entre le malaise existentiel, la crise d'adolescence, dans lequel on peut effectivement faire des jeux de rôle où on travaille sur sa timidité, on travaille sur la prise de parole, sur l'affirmation de soi, sur la conscience de ce qui on est et sur ce qu'on veut faire, et d'autres jeux de rôle ou des groupes de parole ou des jeux psychodramatiques liés à des situations douloureuses, de traumatisme, disons, liés à l'enfance, à des carences affectives ou liés à des idées suicidaires ou liés à des problèmes d'addiction. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on doit partir d'un vrai consentement. On ne pourrait pas faire un truc comme ça à l'arrache, d'un vrai consentement, puisqu'on va sur un processus thérapeutique dans lequel le jeu de rôle est un complément d'une prise en charge thérapeutique qui va avec des traitements, avec un suivi individuel et un suivi en groupe. Hein. Donc on est aussi dans d'autres choses. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il y a une prise en charge à finalité thérapeutique, comme là, sur une situation de douleur mentale, de souffrance psychique, et puis une autre développement personnel qui permet que ces groupes, là, un peu comme vous l'avez connu, mais qu'on fait aussi avec des soignants ou des individus, pour aussi comprendre comment ça se régule dans un groupe, et un peu comme le disait Romain, pour mieux comprendre aussi la gestion des émotions dans un groupe. Et là, on peut effectivement, on va dire, on jette le bébé dans l'eau avec l'eau du bain. La gestion des émotions, la gestion des relations au niveau social, au niveau d'un groupe, pour aussi un meilleur management du groupe, un peu comme nous l'a dit Romain, puisque maintenant il ménage 500 personnes, et puis une meilleure aussi prise en compte de décisions. Hein, c'est-à-dire qu'après, on peut mieux... Alors, effectivement, parce qu'on prend des décisions à blanc, comme l'a dit Grégory, mais après, on prend des décisions en vrai. Et je dirais que c'est pas on met le masque, moi je dirais plutôt on enlève le masque. Parce qu'après, on est soi-même. C'est-à-dire que le jeu de rôle permet aussi de continuer à s'affirmer soi-même,
hein, et donc va permettre un processus aussi d'activation, d'aller un petit peu plus vite dans la conscience qu'on a d'être soi-même, l'affirmation de soi, et dans une meilleure connaissance de soi-même, avec une meilleure confiance en soi. Quand on prend la parole, on ne sait jamais si ça va être bien ou pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne parle pas, on ne le sait pas. Hein, et donc, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas plus bête que les autres, et quand on prend la parole, finalement, ça prend du sens, et puis, plus on prend la parole, mieux on prend la parole. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, Grégory lui vous parlait de ses premières expériences, mais moi, j'ai beaucoup utilisé le jeu de rôle aussi, quand je prenais la parole en public. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas me croire si je vous dis que j'étais une adolescente timide, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, pour prendre la parole en public, c'est très difficile, en fait. Parce que on doit sortir son discours. Alors après, moi, je faisais des discours écrits, puis je répétais. Là, je regardais, je ne voulais pas quitter ma feuille. Parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on jette à l'eau. Et en fait, on se rend compte que c'est une habitude, c'est-à-dire une prise de parole. Mais prendre la parole, vous savez, c'est aussi prendre le pouvoir. Là, je prends le pouvoir sur vous j'espère, en faisant en sorte que vous m'écoutez tous. Donc finalement, c'est une prise de parole. C'est une prise de pouvoir, prendre la parole. Et c'est ça aussi qui nous inhibe un peu. Donc voilà, il faut après prendre cette conscience, avoir cette conscience-là et se dire, finalement, c'est pas très grave non plus. Hein, parce que, de toute façon, tout le monde prend la parole sur les uns ou sur les autres. Mais ce qu'il y a, on se rend compte aussi, et c'est la dernière chose que je voulais dire, c'est en prenant la parole, on prend la parole en écoutant les autres. Et donc, ce qu'on va dire va aussi répondre à ce que les autres attendent de vous. Et donc, dans ces allers-retours, c'est aussi la meilleure façon d'affirmer son propos. Tout à l'heure, quand je parlais justement de la construction en groupe, ça va par l'écoute des uns des autres. Il y a 3 ans de ça, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans un collège pendant la pause méridionale pour pouvoir animer des temps de jeu. Et j'ai rencontré, il y avait un petit club de jeux de rôle, donc c'était 6 ados qui jouaient ensemble, et donc forcément je laisse traîner une oreille, je regarde comment ça se passe, je me présente, et je leur propose éventuellement de les faire jouer si ça les intéresse. Et il y a 2 personnalités très différentes sur cette table-là en fait. J'ai un jeune qui... On parlait de gestion d'émotions, c'était très compliqué, qui parlait tout le temps, qui parlait à la place des autres, qui coupait la parole, qui parlait fort. Et un autre complètement effacé, qui était là juste pour lancer les dés, limite. Et ça a été... bon, voilà, je les ai laissés jouer pendant 1 ou 2 séances, j'ai vu comment ça se passait, et puis je leur propose de passer sur la ludothèque et d'essayer de construire quelque chose ensemble. Au final, en apprenant à les connaître, je me suis rendu compte que le premier joueur était quelqu'un d'extrêmement timide et que pour lutter contre sa timidité, il en faisait des caisses. Il parlait fort, il coupait la parole, et moi ceci, et moi cela. Donc ça a été un premier travail de l'accompagner, justement, pour dire, voilà, tu as des super bonnes idées, voilà, ça se passe très bien avec tes amis et tout. Peut-être qu'en les écoutant, tu pourras aussi te baser sur leurs idées, leurs expériences, pour pouvoir participer à la création de l'histoire au final. Et le deuxième, lui par contre, en fait, c'était un leader de l'ombre, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il prenait la parole, mais vraiment de manière anecdotique, mais à chaque fois, ça faisait mouche. À chaque fois, c'était... je vois un exemple complètement bateau, mais... Non, je pense qu'on devrait passer par là. Et là, il y avait une espèce... Tout le monde était d'accord pour dire, OK, on va passer par là. Donc ça a été un exercice assez intéressant de les suivre en fait pendant 3 ans, puisque je les ai rencontrés, ils étaient en 5e, et puis là, ils viennent tous de passer au lycée, donc ils voguent vers de nouveaux horizons. L'un des travaux que j'ai mis en place, ça a été notamment de leur proposer de devenir maître de jeu. Et moi, de commencer à m'effacer petit à petit pour qu'ils passent de l'autre côté de l'écran et de leur dire, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça de vous-même de commencer à encadrer et accompagner un groupe. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Si vous faites un calcul rapide, vous voyez que le Covid est passé bien pendant ce temps-là. Et pendant le confinement, on a continué de jouer en fait à distance via Roll20.
ce qui nous a permis déjà de maintenir un lien, ce qui est important, je pense, pour les ados, parce que ça a été une période très compliquée de rester chez soi. Et là aussi, le fait de jouer en ligne, c'est une autre problématique, c'est que là, on ne peut vraiment pas se couper la parole, on ne peut vraiment pas parler en même temps, sinon c'est le chaos, en fait, on n'arrive plus à rien. Donc, bizarrement, c'est un outil qui a permis aussi de canaliser toute la table et de faire en sorte que ça aille pour le mieux. Et donc, toute l'année dernière, on a pu rejouer de nouveau en présentiel. Ça a été vraiment agréable de voir l'évolution sur ces 3 années. Et moi, les dernières parties, je ne maîtrisais plus. Hein. J'étais avec eux, présent, je regardais, je m'assurais que tout se passait bien. Mais au final, j'étais absent de la partie. Donc en fait, avant de passer aux questions, je vais mettre une conclusion, je pense, parce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ce sujet-là. C'est qu'en fait, les expériences que nous vivons, les expériences rôlistes notamment, par le cadre sécurisé, par la bienveillance qu'il offre, je dis toujours à mes joueurs de JDR, si vous ne vous sentez pas à l'aise en jouant à une table, changez. Si ça se passe mal avec le maître de jeu, changez. Si le maître de jeu assure pas le contrat social, etc., parce qu'il y a ce contrat social dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut respecter à une table de JDR, c'est essentiel. Donc à partir du moment où vous avez tous les éléments pour que ça se passe bien, on peut expérimenter. Ces expériences font partie de vous au final. C'est une part de vous qui va se créer, qui va s'imprégner. Et c'est ça qui est important. C'est pas pour rien que moi, mon asso de JDR, elle s'appelle Expérience JDR, parce qu'on expérimente le jeu de rôle, mais au final, ce sont des expériences de vie qu'on a. Et j'écris des scénars à fort impact émotionnel, justement là-dessus. Après, je protège mes joueurs avec des mécanismes. On parlait de la X-Card tout à l'heure, ça c'est hyper important. Pareil, je sais qu'il y a des joueurs, je vais pas les faire jouer à certains scénars parce que je peux réveiller des traumas ou des choses comme ça, je fais très attention. Mais donc, c'est en vivant ces expériences que elles déteignent sur nous. Comme disait Grégory, ce masque, un jour, il tombe. Et on s'est renforcé. On a pris confiance pour parler en public. On a pris confiance pour exprimer une émotion ressentie, pour faire face à une situation, que ce soit au travail, dans le perso, etc. Donc au final, je pense que c'est ça. Le jeu de rôle, par sa pratique, par les expériences que nous avons faites, dans ce cadre sécurisé, mine de rien, ça nous renforce à la fois notre confiance en nous, parce que le jour où on fait tomber le masque, on se dit au final, c'est pas plus mal, donc on a pris confiance. Et puis on peut continuer à affronter des nouveaux défis, des nouvelles épreuves. Et puis l'estime de nous, parce que ce mécanisme de récompense, on a réussi, on a avancé, on a évolué. Moi, je pense que ça fait une bonne conclusion. C'est bien ça, c'est-à-dire que, c'est acquérir de nouvelles compétences, on l'a vu, par le biais de l'expérience, et 2, pour changer, pour expérimenter notre capacité à changer. Donc, des compétences acquises pour changer. Et c'est bien ce qu'on a vu dans les différentes situations. On est bien dans cette perspective de changement. Alors maintenant, je vais passer mon micro peut-être pour ceux qui veulent poser des questions. Bonjour, merci pour la qualité et la richesse de vos échanges. Du coup, j'avais envie de partager un petit bout de vie. Du coup, je suis Ciel Collot-L'Esprit, médiatrice en santé mentale au CHU. Du coup, donc je vous ai déjà vu, Rachel Bocher, voilà, peut-être à un moment une petite conférence ou quelque chose comme ça qui était. Voilà, je travaille au CRESERC en fait, qui est une unité. Voilà, c'est le centre de référence en soins d'éducation thérapeutique et remédiation cognitive. Où voilà, on travaille pour œuvrer pour la bonne santé mentale, voilà, permettre en tout cas aux personnes qui viennent dans ce centre de leur redonner confiance en eux, en elles. Et du coup, moi, pour ma part, je suis père aidante en santé mentale, c'est-à-dire que je vis moi-même en fait avec un trouble psy, voilà, une vulnérabilité psychique, et à la fois voilà, la père aidance en santé mentale, c'est travailler aussi avec différents acteurs en association, dans le service public par exemple comme moi ou autres. Et là où je voulais rebondir, c'est qu'au niveau du jeu de rôle, c'est l'un des outils en fait, qu'on utilise pas mal avec ma collègue père aidante aussi comme moi, Marine Cinquin.
qui est un peu un petit dérivé de la communication non violente. C'est un des outils, en tout cas, qu'on peut utiliser et qui permet effectivement de jouer un rôle et de comme sortir en fait une part intérieure qu'on peut avoir où on a du mal à y accéder. Par exemple, ça peut être une part de colère, une part de stress intense, d'angoisse, etc., de lui donner un nom, etc. Et même de la faire jouer par l'autre, en fait. Donc c'est l'autre qui va... donc par exemple, moi, je peux jouer cette part et m'adresser à l'autre, soit pour lui-même, ou soit... voilà. Enfin... Et en fait, c'est vraiment hyper transformateur et ça prend énormément soin des émotions, effectivement, de faire ce type de jeu de rôle-là. Donc voilà, c'était juste pour le préciser vite fait, comme ça qu'au CHU, voilà, on l'utilise pas mal avec l'équipe. Ouais. Non, mais c'est très bien. Au niveau de votre exemple, justement, on est beaucoup actuellement dans la prévention, la prévention des troubles psychiques, et on est davantage dans la santé mentale. La santé mentale, c'est aussi, vous savez, la définition de l'OMS, c'est être en bonne santé, c'est être en bon état de santé physique, psychique et sociale. Et je crois que c'est aussi très important ce que vous avez dit. Donc, l'intérêt des jeux de rôle, c'est aussi d'être dans la prévention. Et donc, comme le disait, disons, Grégory, peut-être que s'il n'avait pas rencontré ces jeux de rôle, il ne se serait pas éclaté, épanoui comme prof de maths, et peut-être qu'il aurait vécu, on ne sait pas, mais peut-être qu'il aurait une autre orientation qui l'aurait amené au décours des événements de la vie, d'avoir des problèmes d'anxiété, de dépression. Mais le fait, effectivement, je trouve que c'est très intéressant votre remarque, d'être de cet outil, disons, qu'on n'a pas dit, c'est un outil de prévention, un outil de prévention et de promotion de la santé mentale, c'est tout à fait juste. Et donc, je réutiliserai ça parce qu'on doit faire un colloque prochainement sur, justement, au niveau de la santé mentale. Et je pense qu'on le met, disons, nous, en tant que thérapeute, beaucoup plus sur après. Et donc, vos témoignages vont beaucoup plus sur la prévention. Je vous remercie de votre remarque qui est très judicieuse. Avec joie. Très judicieuse. Merci. Et juste un tout petit dernier truc, c'est l'expérience du coup que j'ai eue aussi dans la pérédance en santé mentale où j'ai commencé en tant que bénévole en fait, et je participais à des séminaires, des colloques sur la santé mentale, des conférences où je témoignais. Et d'où ce que vous partagiez tout à l'heure. Donc c'est Grégory, c'est ça. Et en fait au début j'étais pareil, donc très timide. Énormément peur, tachycardie, enfin horrible en fait au début. Donc au début c'était 50 personnes, 200 personnes, voilà. Et en fait c'est chaud. C'est chaud, puis bon, ma technique c'était de quand on est sur scène comme ça, pour les premières fois, et surtout quand on parle de sa vulnérabilité psychique pour essayer d'inspirer et de donner un peu de nouveaux éclairages, ma façon à moi de me calmer, c'était de le dire déjà, genre là je suis en PLS, déjà j'ai le cœur qui bat très vite, donc je vais prendre 10 secondes de respiration en conscience, et je le faisais, et c'était un silence, mais du coup je respirais, et en fait ça me permettait vraiment de, ok, tout le monde me voit, mais tout le monde me voit juste respirer pour que je puisse me calmer, et après je commençais, et là c'était nickel, après j'étais partie, on m'arrête plus. Voilà, merci beaucoup. Rapide. Parce qu'on a 5 minutes. Bonjour, je vais être très rapide. Je voulais juste demander, vous avez parlé plusieurs fois de la XK, et je ne sais pas du tout ce que c'est, donc est-ce que vous pourriez... Je vais résumer très rapidement ce que c'est. C'est une petite carte en fait. Ouais, t'inquiète. Après je parle fort donc on peut m'entendre. La X-Card en fait c'est un petit mécanisme émotionnel qu'on peut utiliser en jeu de rôle. On dit X-Card parce que souvent on la présente sous format carte de visite avec un gros X dessus. C'est-à-dire que quand vous sentez émotionnellement une faille qui apparaît, vous vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, il suffit, sans dire plus de mots, vous montrez cette carte. Vous la retournez en fait devant le maître du jeu. Le maître du jeu comprend immédiatement qu'il se passe une situation dans laquelle vous êtes en détresse émotionnelle. Soit il choisit de mettre de mettre une pause à la partie, soit il comprend que la description qu'il fait est en train de mettre mal à l'aise une personne et donc il va passer vite pour éviter de réveiller un trauma, éviter de déclencher une expérience désagréable. Le but de quand on joue, c'est de vivre une expérience agréable. Moi qui écris des scénarios à fort impact émotionnel, justement, je suis très vigilant là-dessus, parce que j'ai fait l'expérience il y a 7-8 ans de ça,
et j'ai touché une corde sensible chez une de mes joueuses, j'ai failli la perdre. J'ai réveillé un trauma. Bon, heureusement, voilà, j'ai appris à rectifier le tir. Derrière, je l'ai pris à part avec moi, on a discuté, etc. J'ai pris le temps, j'ai suspendu la partie. Mais maintenant, voilà, c'est le petit bouton rouge sur lequel n'importe quel joueur peut appuyer pour dire « ça va pas ». Une autre question ? Bonjour. Donc, je suis enseignante, en fait, comme vous. Et voilà, les Serious Games, j'en mets pas mal dans ma pédagogie aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer en pédagogie. Et je suis en train de concevoir un jeu de rôle là, pour la fin du mois de novembre. J'ai une question vraiment très pratico-pratique. Le maître du jeu, en fait, il a vraiment un rôle central pour gérer le déroulement. Et pratiquement, concrètement, 36 élèves, comment on fait pour repérer nous, parce que moi en fait tout est prêt dans mon jeu de rôle là pour l'instant, et je me retrouve confrontée à comment je vais choisir les maîtres du jeu dans chacun de mes plateaux en fait. Sur quels critères je vais pouvoir dire bah voilà celui-là ça va aller, il va s'il y a une X-carte qui sort, voilà. Donc c'est très pratique hein, comme question. Donc en fait, vous avez des maîtres du jeu parmi les élèves ? Enfin, Bah c'est comme ça en fait que je voudrais que ce soit pas moi, parce que à 36, je vais pas pouvoir passer sur tous les trucs. Quoi. Alors j'avoue, ça va peut-être vous décevoir, mais j'avoue que moi, pour l'instant, j'ai pas encore utilisé. Alors, sauf dans quelques cas où justement, un peu comme toi, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment accompagnés, qu'ils ont vraiment une expérience, qu'ils ont au moins fait une ou deux fois, qu'ils voient à peu près comment ça marche, comment ça pratique. Éventuellement, je responsabilise des élèves. Mais dans un premier temps, j'avoue que c'est plutôt moi qui fais le multi-MJ. Après, je fais du multitable, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que j'en parlais tout à l'heure. Une année, j'ai expérimenté ça, c'est-à-dire que j'ai fait des équipes, hein, on les met en îlot, et en fait, c'est des équipes d'aventuriers. Et donc, chacun a son rôle. Donc là, j'étais à fond dans l'Heroic Fantasy, donc on a fait chacun dans l'équipe, sur l'îlot, choisit un rôle de roublard, de guerrier, de machin, etc. Et chacun, en fait, a des pouvoirs, des pouvoirs différents en fonction de ce rôle qui se traduisent par des possibilités en classe. Le magicien avait le droit de se lever pour aller faire des recherches documentaires. Le guerrier avait le droit de éventuellement prendre la parole une fois de plus. Enfin, voilà. Et en fait, c'est plutôt comme ça que j'introduisais les choses. Après, voilà, quand on est sur... Enfin, moi, je suis avec des collégiens, principalement. J'ai fait un peu de lycée, mais j'ai énormément fait de collégiens. Éventuellement, avec les troisièmes, quand on commence à vraiment pouvoir voir, distinguer quelques profils, comme ça, on peut éventuellement les bombarder MJ. Mais dans un premier temps, comme je ne savais pas où est-ce qu'ils en étaient, comme je ne savais pas exactement quel blocage ils ont pu avoir, etc., etc., dans un premier temps, avant d'identifier tout ça, j'avoue que j'ai plutôt tendance à faire le MJ. Et ensuite, par contre, les laisser s'auto-déterminer d'un point de vue groupe sur ce qu'ils vont faire. Et donc derrière, les situations problématiques étaient présentées sous la forme de vous rencontrez un mec encapuchonné dans l'auberge et il vous pose une énigme. Et, l'énigme, c'est une équation, dis donc, c'est fou. Non mais voilà, quoi, on utilisait des choses comme ça. Ça m'arrivait aussi de coupler ça avec... Alors, moi, je suis un gros passionné de jeux vidéo aussi. Donc, du serious game, jeux vidéo, j'en utilise aussi énormément. Ça m'arrivait de coupler ça, par exemple, avec des serious games style Dragon Box, etc. Donc, c'est de l'élevage de dragons, mais en équilibrant des éléments dans deux espaces différents. Et en fait, on se rend compte que, naturellement, on apprend, en équilibrant les éléments, à résoudre des équations et à faire de l'algèbre, bêtement. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une réponse qui peut être satisfaisante. Si, ça donne des pistes. Des pistes, ouais. Merci. On arrive
on arrive à l'issue. Malheureusement, c'est vrai qu'une heure, c'est court pour tout ça. Vous pouvez, alors peut-être pas vous, mais nous, en tout cas, Steve, toi, tu es là toute la journée, je sais pas. Donc Steve est là cet après-midi, toi, tu es là pendant les... Alors moi, je vais hanter les couloirs pendant l'après-midi, je pense. Et puis derrière, je serai sur le pôle ludique samedi et dimanche. J'anime parce que je fais une partie de l'association Les Aliénés de Cthulhu, qui se spécialise dans les scénars d'horreur. Si vous avez des questions, vous les envoyez à Romain qui me les enverra, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis moi en animation aussi à partir de cet après-midi. Je suis facile à repérer, c'est la grosse télé avec la possibilité de faire du jeu de rôle sur des plateaux en 3D, c'est ouf. C'est ma nouvelle formule de cette année. C'est absolument génial. Voilà. Bravo. Merci encore.